Bonsoir à tous d'abord, et j'ai envie de dire mes chers amis. Bon, d'abord, il n'y aura donc pas eu une seule soirée des PP où je serais arrivé à l'heure. Et maintenant, j'aurais plus aucune chance de rattraper mon retard, puisque c'est la dernière, et que je n'y vois rien. Oui, donc, je suis en retard parce qu'évidemment, comme vous tous, j'ai passé beaucoup de temps dans les embouteillages. Ça m'a permis de relire mon discours. Et je peux vous dire que ce putain de discours-là, je crois qu'il va être très pénible. Aline m'a dit pourquoi il va me faire pleurer, j'ai dit non, il est chiant. Parce que j'ai voulu tout dire dedans, voilà. Alors en arrivant, je me suis dit, il faut tout réécrire, mais aussi j'ai pas le temps. Et donc il n'y a presque pas d'humour. Alors, en plus, bon, c'est un peu difficile de prendre la parole forcément devant vous en ce moment. En même temps, pour moi, c'est un moment précieux. Voilà, alors donc cette fois-ci, j'ai vraiment tout écrit. Et donc je vais essayer de lire si j'arrête de trouver. Bon, alors vous connaissez les faits. Donc c'est le professeur Moutarde, avec le chandelier dans la bibliothèque. Non, donc on procède à la fusion de délégations et partenaires publics et d'OPB. Elle sera effective au 1er janvier, ça, je pense que vous le savez tous, même si le déménagement à Gennevilliers aura lieu un peu plus tard, probablement au courant du premier trimestre. Et puis quant à moi, vous le savez aussi je pense, peut-être pas tous, mais donc je ne serai plus votre patron à partir du 31 décembre. Voilà, et puis je n'aurai pas de rôle dans cette nouvelle structure. Et puis, puisque c'est comme ça, j'ai préféré partir. Voilà. Donc, je vais faire mes 3 mois de préavis. Donc, je reste chez Bouygues jusqu'au 31 mars 2015. Et j'espère vous voir régulièrement. Je serai basé à Challenger. Bon, tout s'est dénoué en quelques semaines. Alors, il y avait un nous. Hein, ça va être les derniers jours. Et il y aura ensuite un vous. Je vais vous en parler. Je compte sur vous. Et puis il y aura aussi un moi, quand même. Et je vais vous en parler aussi. Alors, d'abord, je vais vous dire ce que ce nous signifiait. C'est la première partie. Ce que nous étions et ce que nous avons fait ensemble. Donc, l'aventure a démarré en 2008. À l'époque, on perdait tous les PPP. Bon, j'étais à Sodérif faisait des PPP, et on les perdait. Alors, premier renseignement que je vous livre tout de suite, il a suffi de recommencer dans une organisation bien pensée pour que les mêmes personnes se mettent à tout gagner. Donc les hommes sont formidables. Ce sont les organisations qui les brident ou qui les mettent en puissance. Et le rôle des patrons, ça devrait être d'abord de penser les organisations. À l'époque, j'étais chez Sodérif, j'avais quelques convictions. Première conviction, qu'il fallait se plonger et assumer complètement la dimension du service et de l'engagement long terme. Voilà. Deuxième conviction, qu'il fallait assumer vraiment l'offre globale. Et pour ça, il fallait agir au cœur, donc être d'abord un concepteur-réalisateur, dont la maîtrise d'ouvrage assure le contrôle. Deuxième conviction. Et puis enfin, la troisième, il faut mettre les compétences en résonance pour libérer une dynamique formidable. Et donc, il faut sortir des oppositions stériles, maître d'ouvrage constructeur, concepteur, constructeur, court terme, long terme. Mais au contraire, il faut en quelque sorte arriver à formuler la solution. C'était la troisième conviction. Alors, je sais, je relisais ça dans la voiture, donc, et je me suis dit, c'est une espèce de... c'est chiant, quoi, mais parce que c'est chiant à dire, puisque vous le savez tous. Mais je pense que j'ai quand même besoin de faire une espèce de synthèse. Donc, désolé, je continue. Être un concepteur-réalisateur, ce n'est pas juxtaposer un concepteur et un constructeur. C'est diriger vraiment les concepteurs. Donc, c'est prendre en charge la feuille blanche. C'est avoir soi-même une ambition architecturale. Et c'est donc finalement combiner une vraie vision avec la technicité et bien sûr les objectifs économiques de l'entreprise de BTP.
Être un maître d'ouvrage, ce n'est pas faire un business immobilier spéculatif, fumer des gros cigares. C'est tenir tous les fils, trouver les solutions qui résolvent les contradictions apparentes et permettre la cohérence ou la convergence client, constructeur, exploitant, architecte. Donc c'est être un très grand pro. C'est pas fini. Il y en a 5 pages. Pour s'engager en performance, il ne faut faire l'économie d'aucun métier. Mais au contraire, il faut tous les faire progresser. Vous les connaissez. Direction de la conception, direction de projet ou direction commerciale, direction technique, travaux, maîtrise d'ouvrage. Et puis il faut les faire travailler en complémentarité. Alors c'est exigeant pour le patron, qui doit être proche du terrain, qui doit comprendre tous ces métiers, qui doit protéger leur rôle, qui doit exiger la qualité et l'intérêt commun. Nous avons travaillé dans une vision de service au client et bien sûr dans l'objectif de la marge d'entreprise que nous ne constituons pas au détriment de l'avenir, c'est-à-dire l'exploitant. Nous avons écrit tout ça dans des processus très précis, nous avons construit des méthodes et des outils, nous avons même créé un métier, un processus transverse nouveau que nous avons appelé le pilotage de la performance. Mais surtout, tout ça, nous l'avons vécu. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette vision ? Simplement qu'elle est extraordinairement puissante. Elle a explosé les concurrents. 2008, 2014, ça fait 6 ans. Ils n'ont toujours pas compris. Ils cherchent encore. Et elle a profondément secoué Bouygues. Peut-être un peu trop. Bon, nous avons généré, on a refait le calcul avec Corinne, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Bouygues Construction et de très belles marges. Nous avons produit une véritable mise en résonance, mise en puissance des compétences du groupe et plusieurs personnes qui sont de services de direction avec lesquels nous travaillons, ils savent ce que je veux dire. Nous avons été précurseurs de thèmes stratégiques pour l'entreprise. L'immeuble est le support d'un service. Exercer la maîtrise d'usage dans tous les métiers. Exercer vraiment le mandat de l'entreprise globale Bouygues Construction en intégrant vraiment l'offre globale. Diriger vraiment la conception. Voilà, nous l'avons fait pour de vrai. Bon, d'autres en parlent, ils en parlent encore, et puis pas très bien, et puis par petits bouts. Nos projets ont un retentissement important à Paris. Alors j'aime bien dire les 4 points cardinaux, les autres Vincennes à l'est, la Cité de la musique à l'ouest, Ballard au sud, Palais de Justice au nord. J'aurais tellement voulu faire un truc sur l'île de la Cité. Et puis tous les autres beaux projets que nous avons menés, le Drôme National de Saint-Quentin, vous verrez qu'il fait encore la une de talent qui vient d'arriver chez nous aujourd'hui. Et puis pas mal de chiffres d'affaires immobiliers aussi, comme la Corne de l'Ouest, que nous avons entièrement monté nous-mêmes avant de la transférer à Soderif. Le monde de l'architecture nous respecte. Nous avons porté une image moderne et stimulante de Bouygues auprès d'eux, auprès des décideurs publics, des élus, des investisseurs, des partenaires. Mais je vais vous dire ce que nous étions vraiment. Ce que nous étions, surtout. Une très grande équipe. Unie par un état d'esprit. Une exigence très haute, une formidable énergie, un esprit de compétition et d'innovation, une solidarité aussi, à chaque instant. Alors toutes ces nocturnes, tous ces sushis, toutes ces pizzas, vous savez quoi? Mais en fait, c'était vachement bon. C'était pas évident sur le coup. Alors d'accord, c'est pas très humble, mais bon, ce soir on va s'autoriser à pas être très humble, très discret. Donc, j'y vais carrément, c'était brillant, c'était puissant, et c'était très humain. Nous sommes, ensemble, vraiment des bâtisseurs. Voilà, vraiment. Nous, j'ai envie de dire. De quelque chose de nouveau et d'utile à Bouygues, d'utile dans la société. Voilà, vous savez que ce thème d'utilité est important. La martingale, c'était nous. Alors oui, c'était avoir beaucoup d'ambition, peut-être trop. Bon, et donc évidemment, il était clair que nous n'avions droit à aucune erreur, pas même celle des autres. Alors je vais vous parler de vous maintenant. Alors votre aventure à vous, elle n'est pas finie, loin de là.
Donc pour vous, l'histoire continue. Pour moi aussi, hein, mais c'est pas la même. J'y viens après. Pour vous, l'histoire continue. Je ne sais pas ce qu'elle est hein, pour moi. La fusion des deux entités, je vous l'ai dit, je vous le redis ce soir, c'est une bonne décision. J'en suis vraiment convaincu. Même si elle arrive bien tard, c'est une bonne décision. Parce que, je vous l'ai dit aussi, nous étions condamnés à l'exploit. C'est pas tenable, pas tous les jours, pas sur une si trop longue durée. Nous devions maintenir un taux de succès d'un concours gagné sur 2, c'est énorme. Et nous ne pouvions jamais avoir de faiblesse sur les marches chantiers. Nous ne pouvions pas nous reposer sur un marché courant stable et régulier, comme toutes les autres UU, et nous avions un marché trop étroit. En plus, depuis 2012, on nous demandait de fonctionner dans une organisation qui nous donnait de moins en moins les moyens de maîtriser les risques des projets. Alors la fusion crée vraiment un nouvel ensemble. Ce n'est pas la juxtaposition des deux entités anciennes. Alors la meilleure preuve, c'est l'organigramme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors vous ne le connaissez pas tous. Vous verrez que c'est un organigramme qui est celui vraiment d'une nouvelle entité. Voilà. Ce n'est pas un bricolage avec ceux d'avant, ceux d'après, ou ceux d'à côté. Que les DPP ont des très beaux postes. Ce n'est pas la bonne manière d'en parler, puisque c'est une nouvelle entité. Enfin quand même, je vous le dis, parce que c'est quand même un gage de... C'est quand même satisfaisant et rassurant. Et je pense que l'organigramme fonctionne. Donc c'est un nouvel ensemble qui est plus puissant. Il parle au public, aux clients d'une seule voix, il peut proposer tous les modes de dévolution, ce qui est intéressant. Il est plus pérenne. Alors il est également très complexe. Bien dirigé, et je le souhaite, il pourra constituer lui aussi une très belle aventure, avec beaucoup de dynamisme. Donc l'histoire continue. J'aime vraiment cette expression. Rien ne s'arrête. Et donc, cette nouvelle structure, il faut qu'elle soit riche des deux histoires. L'histoire de DPP, et puis l'histoire d'OPB, qui est belle aussi. L'OPB historique, je le dis, hein, c'est une belle entité. Moi, je le sais parce que j'en viens. On y a été de 2008 à 2011. Voilà, les hommes et les femmes d'OPB sont des gens de qualité. Moi, j'ai aimé travailler avec eux pendant cette période. Un certain nombre d'entre eux sont là ce soir, mais en fait, je n'ai pas vu beaucoup, je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés. Il y en a quand même. OPB, voilà, selon moi, c'est quand même pas mal endormi. Mais, enfin, vous voyez, endormi, c'est-à-dire, elle est bien endormie, en fait. Voilà. Enfin, bon, moi, j'aurais bien aimé lui donner le baiser du réveil. C'est vraiment possible. Je crois que ça aurait marché. Bon, donc elle peut se réveiller. Et donc votre histoire continue. Alors à ce stade, non, pourquoi j'ai mis à ce stade? En tout cas, moi je dis que le codir du nouvel ensemble, le management intermédiaire, les collaborateurs, tous les collaborateurs, hein, pas seulement enfin, les ex-DPP et les OPP réunis, seront les ferments de cette nouvelle structure. Elle aura besoin de vous. Voilà, pas seulement de votre capacité de travail, mais de votre envie, de votre projection, de votre vision. Parce qu'il va vraiment falloir la créer, cette identité nouvelle et cette vision. Donc ça sera votre bébé. Je voudrais vous dire aussi 2 ou 3 choses que vous ne devez pas penser, enfin vous faites ce que vous voulez, mais qui ne doivent pas vous peser, c'est ça que je veux dire. Que vous pourriez éventuellement ne pas laisser dire aussi. Alors ne pensez pas que vous êtes co-responsable des pertes du chantier de Ballard. Il y a l'idée d'une responsabilité partagée un peu vague, mais justement elle n'est pas applicable sur Ballard. Parce que l'organisation de Ballard était spécifique, elle était précise, elle n'est pas équivoque. Vos missions en tant que DPP étaient clairement définies dans les notes d'organisation, et vous les avez toutes remplies avec succès. Bon, je ne veux pas parler de Ballard en particulier, hein, c'est juste pour vous rassurer sur le fait que vous n'avez, à mes yeux, rien à vous reprocher. J'ai une pensée particulière pour les travaux. Nos chantiers sont des challenges. Ils les relèvent, vous les relevez. J'ai une pensée pour les travaux parce qu'en réalité, ma conviction, c'est qu'une organisation PPP sans les travaux, elle est absurde. C'est une conviction très forte, je l'ai toujours eu, je l'ai toujours. Voilà, pour plein de raisons que je ne vais pas relire. Donc j'avais demandé les travaux dès 2008. Et au sein de la direction de production PPP de l'époque, ça a très bien marché. Nous avons gagné beaucoup d'argent. Après 2012, moi je voulais réintégrer les travaux qu'on avait enlevés de DPP.
ou au moins donner une réalité opérationnelle au chantier partagé, qui était sinon une véritable fiction, pas dire pire. Et je crois que ça a été la vraie pierre d'achoppement en interne. Et pourtant, c'était indispensable. Voilà, donc j'aurais aimé aller encore bien plus loin avec vous dans chacun de vos métiers. Je crois que je savais où aller. Et en tout cas à tous, je vous le dis, j'ai pas fini, hein, ça ressemble bien, mais j'ai pas fini. À tous, je vous le dis, il y a beaucoup moins de blagues maintenant parce que je les ai juste mis un peu au début, parce que c'était au fil de la lecture, vous voyez. Puis, alors à tous, je vous le dis, j'ai beaucoup aimé travailler avec vous et avec chacun d'entre vous. Et je vais vous parler un peu de moi maintenant. Donc d'abord, je ne vous ai pas abandonné. Je dis ça parce qu'à un moment donné, quelqu'un m'a dit que j'avais l'air détaché. Bon, ça n'a pas été très facile pour moi au début, mais j'ai pas abandonné. J'aurais vraiment adoré diriger ce nouvel ensemble. Et je l'ai demandé, je l'ai dit, je l'ai demandé, j'ai fait campagne activement. Bon, et je pensais que ma candidature était une bonne idée. Mais il se passe simplement que, donc, après avoir décidé de cette organisation, qui est bonne, je vous l'aurais dit, on ne m'a pas donné. Voilà. Et puis cet épisode final a achevé de me convaincre que finalement c'était vraiment pas la peine que je me batte en interne durant toutes ces années, puisque voilà, c'est clair, on va dire. Et puisque c'est ainsi, je ne reste pas. Voilà, alors ce départ, en fait pour moi c'est une manière de ne pas subir. Voilà, c'est une question de cohérence personnelle, même si quand même c'est un peu spécial, on va dire, après 27 ans de loyauté. Bon, on est cohérent avec soi-même par choix, hein, par décision, sinon ce serait trop facile. Bien sûr, on pourrait se réveiller tous les matins en étant différents, en suivant le sens du vent. Moi, je crois qu'être fidèle à soi-même, c'est une construction qu'on a démarrée il y a longtemps, dès le début, et qu'on poursuit depuis, plus ou moins vaillamment, en se guidant sur le sentiment de ce qui vous affermit, de ce qui vous améliore, au contraire de ce qui vous dégrade et de ce qui vous déréalise. Et moi, rester, ça m'aurait déréalisé. Voilà, c'est déjà assez prenant de faire face à l'action artificielle de gens à l'extérieur qui créent des obstacles pour de mauvaises raisons. Je ne me suis jamais résolu au gâchis, et je ne me résous pas non plus aux mauvais internes. Cet interne, qui n'est pas nous, qui est parfois le contraire de nous. Alors, maintenant, de quoi je vais vous parler? De mes envies. J'ai envie d'avoir une voiture moins grosse. J'ai envie de vivre des choses plus droites. J'ai envie d'aller de l'avant, mais avec moins d'argent, moins de trafic, moins de vices. C'est peut-être régressif, c'est sûrement régressif, et ça me fait un peu peur. J'ai besoin d'ôter, j'ai besoin d'alléger, j'ai besoin d'expulser. J'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de m'occuper de mon couple, j'ai envie de reprendre le piano, j'ai envie de faire de la poterie. Je vais commencer à prendre des cours de poterie. C'est très très laid. J'ai envie de châtaignes en automne, de neige et de brouillard en hiver, de jonquilles au printemps, de prés, de torrents, de paysages ouverts, de collines, de chemins, de rencontres, de caresses, pour drainer, pour assainir, pour respirer, et puis pour repartir. Je veux utiliser mon cerveau à des choses positives, dans d'autres beaux projets, avec des gens que je puisse apprécier et admirer. J'ai besoin de me reconstruire aussi, et je ne vais pas me presser. En tout cas, pas tout de suite. Alors, j'ai 49 ans. Et en 1580, Montaigne avait à peu près le même âge. C'est dingue. En 1580, il entreprend un voyage personnel. Il a déjà écrit 2 livres des essais. Donc c'est déjà quelqu'un. En fait, il s'aventure pas vraiment loin. Plombières, dans les Vosges, Innsbruck, Venise, Ferrare, Luc,
Luca. Pise, de nouveau Luc, Viterbo, Rome. C'est une danse à petits pas sur le parquet ciré des ambassades européennes. Mais il y met 17 mois. Il en aurait sans doute passé davantage si le roi ne l'avait pas rappelé. Durant cette période, Montaigne ne sait pas où il sera le lendemain. Il gambade en fait, selon son envie. Parce que, il dit, quel que soit le chemin, dit-il, c'est toujours le sien. Et quel que soit ce chemin, c'est toujours le mien. Et vous aussi, vous avez le vôtre. Alors, est-ce encore possible d'entreprendre une sorte de nouvel apprentissage à 48 ans, a fortiori lorsqu'on s'appelle Montaigne et qu'on a déjà publié 2 livres des essais? Eh bien oui, puisque au retour il écrira le 3e, qui est, je ne sais pas si vous les avez lus, mais qui est de loin le plus libre. 48 ans ou 49 ans, c'est donc un âge où l'on peut encore apprendre à devenir libre. Et ça, c'est un heureux présent.